Bien, bon, on va démarrer, on ne va pas punir les gens qui sont ponctuels. Donc très heureux de vous accueillir, c'est la 4e année de ces Agora d'été déjà, le temps passe vraiment très vite. La première année, vous vous en souvenez, on a mis ça à 18h, il faisait très chaud, mais là à 19h il fait encore très chaud, mais bon, c'est quand même presque supportable, donc merci d'avoir eu le courage d'affronter la chaleur pour venir participer à ces soirées débats, donc sur un thème cette année qui est mémoire et identité. On essaye chaque année de trouver un thème qui est un peu au cœur des débats, de l'actualité intellectuelle. Donc il y aura 3 agoras qui vont poser la question des relations entre la mémoire et l'identité. Je commencerai aujourd'hui par poser la question de l'identité individuelle. Est-ce que la mémoire est la garantie que nous sommes la même personne à travers le temps? Peut-être, peut-être pas. C'est avec vous qu'on discutera de tout ça. La semaine prochaine, on recevra quelqu'un que les fidèles du Café Philo connaissent, puisque c'est notre invité depuis plusieurs années. C'est Michel Ferrandi, qui m'avait succédé en classe préparatoire aux écoles de commerce à Dumont-d'Urville. Lui traitera de la mémoire collective, du devoir de mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'une collectivité, un peuple a une identité à travers la mémoire de son passé. Et puis je terminerai moi-même donc le 18 par un sujet très ambitieux. J'espère qu'il fera un peu plus frais, parce que sinon là, vos neurones risquent carrément de fondre le 18 juillet. Ce que j'ai appelé la mémoire absolue, où je proposerai des thèmes qui me sont très chers, que j'avais développés dans mon premier livre, il y a 26 ans maintenant, L'individu éternel, qui va être réédité au mois de septembre prochain. Donc notre mémoire est-elle la garantie de notre identité? C'est le problème que je vais soulever et débattre avec vous ce soir. Je commencerai par une expérience, on peut l'appeler ainsi. Je vais vous montrer une superbe photo, une photo d'un magnifique bébé. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Hein, il est très beau. Il s'agit bien sûr de votre serviteur, mais quand je dis ça, je m'aventure, parce que est-ce moi sur cette photo? En fait, grande question. Je n'ai évidemment aucun souvenir de cette période de ma vie au cours de laquelle cette photo a été prise. On m'a parlé de cette photo, bien entendu. Ma maman m'a parlé de cette photo. Hein, pour tout vous dire, elle avait eu l'idée un peu bizarre de me présenter au concours du plus beau bébé, le bébé Cadom. Hein, voilà. Je ne vous dirai pas si j'ai gagné ou pas, ça restera un secret. Et donc c'est dans cette intention qu'elle m'avait fait photographier par le meilleur photographe de Toulon ou d'Annecy. Je ne sais pas si la photo a été prise ici ou en Savoie, où on allait passer nos vacances. Voilà. Alors est-ce que c'est moi? Je crois que oui, mais c'est ce qu'on m'a raconté sur cette photo qui me permet de dire, en vous montrant cette photo, il s'agit de moi à l'âge de 6 mois ou de 8 mois. Bon. Comment savoir s'il s'agit bien effectivement de la personne qui est là devant vous aujourd'hui? Il est bien certain que j'ai plus grand-chose de commun avec ce superbe enfant. Problème de l'identité de la personne à travers le temps. Problème des souvenirs qui ne sont pas les miens, des souvenirs qui m'ont été racontés des dizaines de fois, et nous aborderons évidemment cette thématique. Alors, continuons dans ce moment délicieusement narcissique. Je vous montre une deuxième photo, prise l'an dernier, ici même, l'Agora 2018. On va dire, oui, là, c'est quand même plus frappant. Il s'agit vraisemblablement de Philippe Granarolo, et puis je m'en souviens, et puis ceux qui étaient là aussi, avec nous, s'en souviennent. Même s'ils n'ont pas forcément gardé un souvenir impérissable de cette soirée. Peut-être qu'ils l'ont gardé d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je m'auto-flagelle devant vous. Mais en tout cas, je me souviens avoir été là et avoir traité de la thématique du progrès l'an dernier en ce même lieu. Donc qu'est-ce qui fait de moi, malgré tous les changements qui m'affectent, qui nous affectent à travers le temps, qu'est-ce qui fait de nous, de chacun d'entre nous, le même être, le même individu à travers le temps tout au long de notre vie? Et puis sommes-nous bien certains d'être ce même individu à travers le temps? C'est la question que je vais poser, qui va nous amener bien sûr en direction de la mémoire, mais on ne va pas directement aborder le thème de la mémoire, on va passer par des hypothèses. Les hypothèses que je vous présentais sont très banales et très classiques. Au fond, ce qui ferait de moi la même identité, ça pourrait être mon corps, à travers mon système neuronal, à travers les atomes qui me constituent, à travers mon ADN,
Donc on va mettre à l'épreuve ces différentes hypothèses. Et puis ensuite, et ensuite seulement, on abordera la question, l'hypothèse privilégiée en général des philosophes, qui est la mémoire. Ce qui semble faire de notre identité, c'est bien le souvenir que nous avons de nos vies et des différents moments de nos vies. On va donc s'arrêter dans un premier temps sur l'hypothèse corporelle, d'un point de vue relativement matérialiste. Est-ce que c'est l'identité de mon corps à travers le temps qui fait de moi la même personne et qui me donnerait cette impression d'être le même à travers le temps au fil des années? Mais cette hypothèse elle-même se décline de différentes manières. S'agit-il d'une identité biologique? S'agit-il d'une identité physique, atomique? S'agit-il d'une identité génétique? Ce sont les trois hypothèses que les sciences nous amènent à visiter tour à tour. Première hypothèse, une identité biologique, et aujourd'hui on s'accorde à dire, ce sont des sciences récentes, les neurosciences. Il n'y a pas très longtemps que nous avons exploré le cerveau humain, nous commençons à le connaître, enfin, même s'il y a encore une infinité d'ignorance. Et donc les spécialistes sont convaincus que c'est dans cette partie du corps qui est le cerveau que nous avons une identité, une stabilité à travers le temps. C'est vraiment notre système neuronal qui ferait de nous un individu relativement stable. Le problème, c'est que notre système neuronal est en évolution constante. Savez-vous que nous perdons au cours de notre vie plus d'1 milliard de neurones? 1 milliard. Donc une grande partie des neurones qui étaient les miens, qui constituaient mon cerveau il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'enfant commence à perdre des neurones. Hein. Ce n'est pas le vieillard aux portes de l'Alzheimer qui perd des neurones. L'enfant perd des centaines de milliers de neurones dès la plus tendre enfance. Nous perdons environ 18 millions de neurones par an. Si on abandonne le cerveau et qu'on va explorer le reste du corps, notre peau par exemple, et Paul Valéry disait que le plus profond chez l'homme c'est la peau, notre peau se renouvelle tous les mois. Aucune des cellules de votre épiderme aujourd'hui n'était là il y a 1 mois et demi. C'est pas lié au coup de soleil. Hein. Les cellules de notre peau se renouvellent en totalité tous les mois. Si on va vers l'intérieur du corps, la paroi de l'estomac, qui est très importante, puisque c'est par elle que le bol alimentaire part en direction de nos organes, elle change tous les 4 jours. Tous les 4 jours, la totalité des cellules de la paroi de l'estomac est renouvelée. Il y a 5 jours, aucune des cellules présentes dans la paroi de votre estomac aujourd'hui n'était là. Et les cellules superficielles de l'estomac, celles qui sont en contact direct avec le bol alimentaire, qui sont donc extrêmement importantes, sont renouvelées toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, la totalité des cellules superficielles de l'estomac sont renouvelées, en totalité. Donc difficile de trouver une identité, une stabilité dans le corps, dans le cerveau, dans l'estomac. Alors on va aller du côté de la physique. Est-ce que nous aurions une identité atomique? Il y a 2 façons évidemment, et aujourd'hui on a du mal à coller les morceaux. Hein. Nous sommes à la fois composés de cellules si on a un regard biologisant et d'atomes si on a un regard physicien. Est-ce qu'on a une identité atomique? Il faut savoir que 98% des atomes qui composent votre organisme aujourd'hui, 4 juillet, 98% étaient absents il y a 1 an. À peine 2% des atomes qui composent aujourd'hui, 4 juillet 2019, votre corps étaient présents il y a 1 an. 98% ont disparu, ont été remplacés. Sans compter que le corps humain est vide, parce que si j'adopte le point de vue atomique, on sait que les atomes sont pleins de vide, si vous me passez l'expression, 99,99% de vide, la distance qui sépare le noyau des électrons est gigantesque à l'échelle atomique, et le corps humain, il est donc aussi vide que les espaces intergalactiques, donc on n'a que du vide en nous et il n'y a que du vide entre les étoiles. Donc je rejette également cette deuxième hypothèse de l'identité atomique. Une troisième hypothèse, qui semble plus solide, ce serait l'identité génétique.
C'est une science récente, vous le savez, la génétique, toute récente, la découverte de l'ADN à quelques dizaines d'années à peine avec Watson. On a fait des progrès considérables en biologie moléculaire, on avance tous les jours. C'est l'hypothèse qui semblerait le mieux résister aux objections. Nous avons le même ADN tout au long de notre existence, nous le transmettons partiellement à nos descendants. Mais en même temps, nous sommes contraints de constater que notre conscience n'a aucun accès à la structure de l'ADN. Si notre identité reposait dans la structure de l'ADN, il faudrait que notre conscience ait accès à cette structure de l'ADN, que c'est en contemplant cette structure de l'ADN que notre conscience sentirait son identité. Or, bien évidemment, nous n'avons aucune conscience de la structure de notre ADN. Alors, ces problèmes qui semblent très actuels, en fait, ils ont été posés dès l'Antiquité. Il y a une très belle anecdote qui remonte aux Grecs, qui est rapportée par Plutarque, et grâce à qui nous connaissons quantité d'anecdotes sur la pensée gréco-romaine. C'est la fameuse anecdote du bateau de Thésée. Thésée, ce grand voyageur, ce héros mythologique. Les Athéniens avaient conservé pieusement le bateau de Thésée, celui sur lequel Thésée avait fait ses magnifiques voyages. Mais évidemment, au fil des années, le bateau se détériorait. Et on faisait ce qu'on fait aujourd'hui, on essayait de conserver les choses. Et donc les charpentiers du port d'Athènes remplaçaient année après année des planches du bateau de Thésée, si bien qu'à la suite de X années et de X transformations, une question a envahi le cerveau des Athéniens. Est-ce que le bateau de Thésée que nous avons sous les yeux, dont 90% peut-être des planches ont été changées, c'est toujours le bateau de Thésée ou c'est plus le bateau de Thésée? Alors on a un philosophe français intéressant, qui n'a pas eu peut-être le succès qu'il aurait mérité, qui s'appelle Stéphane Ferré, qui en 1996, donc ça remonte presque à 30 ans, a écrit un très beau livre qui s'appelle Le bateau de Thésée, problème de l'identité à travers le temps, qui est exactement le problème que je soulève devant vous. Il a modifié l'image du bateau de Thésée de la façon suivante. Il imagine que dans un port, il y a un bateau composé de 1000 planches bleues. On va l'appeler beau bleu parce qu'il est beau ce bateau, hein. Et puis à côté est amarré un second bateau qu'on va appeler beau rouge, qui est composé de 1000 planches rouges. On a beau bleu et beau rouge. Et pour des raisons qui ne sont pas explicites, les charpentiers décident de permuter des planches des deux bateaux. Ils vont prendre une planche bleue qu'ils vont mettre sur le bateau rouge et une planche rouge qu'ils vont mettre sur le bateau bleu. Quand les permutations sont terminées, il n'y a pas de problème. On a à nouveau un bateau bleu et un bateau rouge. Simplement, ils ont changé de place. Le bateau rouge est là où était autrefois le bateau bleu, et le bateau bleu là où était le bateau rouge. Beau bleu a pris la place de beau rouge, qui a pris la place de beau bleu. Mais chemin faisant, je vous ai parlé de 1000 planches. Quand le bateau bleu ne comprend plus que 497 planches bleues et 503 planches rouges, est-il encore le bateau bleu ? Que cette question ne gâche pas votre soirée, ni votre été. Mais elle est profondément énigmatique. Combien faut-il de changer de planche pour qu'on perde cette certitude que nous avons bien un bateau bleu, un bateau. Donc voilà une très belle anecdote et dont s'est emparé un philosophe français il y a une trentaine d'années. Donc on a rejeté tour à tour l'hypothèse biologique, neuronale, l'hypothèse atomique, l'hypothèse génétique. Et donc on va en arriver bien sûr à l'hypothèse qui est celle sur laquelle se sont arrêtés la plupart des philosophes, et aujourd'hui des neuroscientifiques, qui est la mémoire. Évoquons ce qu'on pourrait appeler les leçons de l'amnésie. Raisonnons par l'absurde. Supposons, contrairement à tout ce que je viens de vous dire, qu'il y ait malgré tout une identité du corps à travers le temps, une certaine identité, malgré ces changements, il y a quand même une stabilité du corps. Raisonnons par l'absurde, admettons. Supposons un être humain souffrant d'une amnésie totale, ce sont des cas rares mais qui existent, qui aurait ce corps stable à travers le temps, il est bien certain, tout nous le démontre, que cet individu n'aurait plus aucune identité néanmoins. Bon. Un individu qui perd totalement sa mémoire, ne sait plus qui il est, ne reconnaît plus ses semblables, ne reconnaît plus les lieux qu'il a fréquentés, il n'a plus de passé,
c'est évidemment éminemment tragique. La littérature, le cinéma s'en sont emparés depuis longtemps. Il est perdu dans le monde, il est perdu dans ses rapports avec les autres. C'est évidemment une situation absolument dramatique. Alors j'ai cherché dans la littérature, dans le cinéma, des exemples. Mais comme je suis, vous le savez, un être de grande culture, je me suis arrêté sur un exemple éminemment culturel, la série Demain nous appartient. Vous en êtes peut-être des fans comme moi. Lors d'un épisode, il y a quelques semaines, de Demain nous appartient, l'adorable médecin qui s'appelle Victoire, après avoir subi une méningite, se réveille et n'a plus le moindre souvenir de la relation amoureuse qu'elle avait avec le policier Georges avant son hospitalisation. Alors Georges est évidemment désespéré, on le comprend. Victoire est perplexe, mais comme on ne veut pas désespérer le grand public, ça s'arrange. Et donc finalement, Victoire retrouve la mémoire, elle retrouve Georges, ils s'embrassent, tout va bien. Bon. Il semble donc bien que ce soit la mémoire, et seulement la mémoire, qui soit garante de notre identité, que le sentiment d'identité que nous avons à travers le temps, le sentiment d'être le même individu à travers les années qui s'écoulent, que ce sentiment provienne uniquement et entièrement de la mémoire. Mais quelle mémoire? C'est là que les choses vont se compliquer un petit peu. Méfions-nous du singulier. Le singulier du mot mémoire est un des pièges philosophiques les plus redoutables qui existent. Il n'y a pas une mémoire, il y a X mémoires et on va en parcourir un certain. Il existe une pluralité de mémoires. L'un des premiers philosophes à avoir travaillé magnifiquement le sujet et nous avoir beaucoup appris, c'est Bergson, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans la plupart de ses ouvrages, mais d'abord dans Matière et Mémoire. De quoi souffre l'amnésique? Revenons à notre amnésique. De quoi souffre-t-il? Il n'a pas perdu ses souvenirs. Heureusement, quand il sortira, et c'est généralement le cas, et on s'en réjouit pour lui, de son amnésie, il retrouvera la plupart de ses souvenirs. Qu'est-ce qu'il a perdu, notre amnésique? Il a perdu la capacité de rappeler à la conscience son passé, de rappeler ses souvenirs. Donc nous avons déjà deux mémoires ici, et Bergson insiste lourdement là-dessus. Nous avons une première mémoire qui est la faculté de conserver le passé, de le stocker, j'emploie un mot que Bergson refuserait, mais peu importe, hein, bon, d'emmagasiner les moments que nous vivons, sans forcément d'ailleurs le décider. La plupart du temps on ne décide rien. Hein. Je ne suis pas en train de me dire au moment où je vis quelque chose, je vais prendre un exemple tout à fait au hasard, une belle relation amoureuse, je ne suis pas en train de me dire en appuyant sur le nez, attention, n'oublie surtout pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je me souviendrai de ça dans 10 ans, dans 20 ans, sans faire aucun effort. Donc la mémoire, c'est la faculté de conserver le passé. Mais c'est aussi, et c'est tout autre chose, la faculté de faire réapparaître ce passé, de le faire renaître, de le ramener sur le devant de la conscience, de le contempler, de le rendre conscient. Donc Bergson a écrit des choses magnifiques là-dessus, je ne vais pas m'y attarder davantage. Ces deux mémoires, faculté de stocker les souvenirs, faculté de rappeler le passé, sont liées à la capacité qu'a le vivant, et l'homme en particulier, de vivre dans ce que Bergson appelle la durée. Il n'est pas le temps c'est le temps de l'horloge, c'est les secondes qui succèdent aux secondes. La durée, c'est ce mouvement permanent dans lequel nous nous trouvons, qui est qualitatif et non quantitatif, dit Bergson, qui est un mouvement constant, qui emporte tout avec lui. Bergson fait souvent référence au grand présocratique qui était Héraclite. Et donc ces deux mémoires dont nous venons de parler, capacité de stocker les souvenirs, capacité de les rappeler à la mémoire, elles relèvent de ce que Bergson a appelé la mémoire pure. Pourquoi mémoire pure? Parce qu'il la distingue d'une autre mémoire qui est la mémoire habitude. Bergson prend un exemple magnifique, il a vraiment beaucoup de talent pour choisir ses exemples. Supposez, rappelez-vous vos souvenirs de jeunesse, vous êtes à l'école primaire et vous avez une poésie à apprendre par cœur pour la réciter le lundi matin. Vous allez passer le week-end à tenter de mémoriser ce poème. Vous allez le réciter correctement à condition, le lundi matin, d'oublier les événements et les péripéties de votre apprentissage. Supposons que vous ayez eu une difficulté à un moment donné sur un mot ou sur une phrase, si vous vous en souvenez exagérément,
hein, vous allez, passez-moi l'expression, vous planter dans votre récitation le lundi matin. Donc la mémoire habitude consiste précisément à être hors du temps. Je répète un geste, et je répète un geste en gommant le passé, hein, dans une sorte d'éternel présent. C'est la mémoire du corps, c'est la mémoire des gestes. Mais je peux aussi, le lundi ou le mardi ou le mercredi, faire tout autre chose, c'est-à-dire me souvenir que samedi, j'ai eu le plus grand mal à mémoriser ce poème, que j'en avais marre, que je suis allé au frigo 3 fois dans la journée pour me substanter, ou boire un jus de fruits, ou autre chose. Bon, donc ça, c'est une autre mémoire très très différente de la première. Donc mémoire pure, mémoire habitude, qui sont presque aux antipodes l'une de l'autre, parce que la mémoire pure, elle est dans la durée, alors que la mémoire habitude est d'une certaine manière hors du temps. Elle est dans la mécanique du corps. Quand j'ai bien appris un geste, une posture, un coup droit au tennis, clin d'œil à mon ami et brillantissime tennisman ici présent, je ne pense pas. On apprend un geste au tennis. On a un moniteur, on prend des leçons. Mais ensuite, pour bien jouer au tennis, il faut oublier complètement ce moment d'apprentissage où on va se dire, pense à tirer ton bras en arrière, à te mettre de profil. Si je pense à ça sur le court, jamais je jouerai au tennis. Il faut oublier tout cela pour être effectivement dans la mécanique, dans l'habitude, etc. Alors, 2 siècles avant Bergson, il y a un philosophe qui a abordé la question de façon assez intéressante et novatrice, c'est John Locke, le philosophe anglais du XVIIe. Il y en a un autre dont je parlerai tout à l'heure. John Locke est l'un des premiers à avoir défendu la thèse « Je suis ce que je me souviens être ». Ce que je suis, c'est l'ensemble de mes souvenirs. Et pour expliquer sa thèse, il développe une fable qui est la suivante. Imaginons que par un coup de baguette magique, on arrive à permuter 2 mémoires, la mémoire d'un prince et la mémoire d'un savetier, fabricant de chaussures, ou cordonnier. Cordonnier à l'époque fabriquait les chaussures. C'est pas que les réparer, mais on va dire savetier pour parler comme John. Donc je mets dans la mémoire du savetier tous les souvenirs vécus du prince, en effaçant les souvenirs du savetier, et je mets dans la mémoire du prince tous les souvenirs du savetier, en effaçant les souvenirs du prince. John Locke nous dit, eh bien, finalement, c'est le savetier qu'on devrait mettre sur le trône. C'est lui qui a l'identité du prince. C'est lui qui est vraiment le prince maintenant. Il faut mettre le savetier sur le trône. Et non pas le prince qui, lui, a la mémoire du savetier. Au XXe siècle, on a un philosophe dont je reparlerai dans quelques minutes, qui est Paul Ricoeur, très grand philosophe français, qui n'est pas d'accord avec John Locke. Il considère que John Locke a complètement méprisé, négligé ce qu'il appelle la mémoire du corps. Certes, le savetier aurait les souvenirs de la vie du prince, mais, dit Ricoeur, il serait tout à fait mal à l'aise au moment de s'asseoir sur le trône. Il n'a pas cette mémoire habitude dont parle Bergson. Il serait extrêmement embarrassé en regardant à la droite de son assiette les couverts à poissons dont il n'a jamais fait usage, bien entendu, jusqu'à présent. Et donc, il ne deviendrait pas prince pour autant, même si on lui donnait la totalité de la mémoire des souvenirs vécus du savetier. À cela s'ajoute une autre dimension que je vais gommer aujourd'hui, parce qu'elle sera développée la semaine prochaine par mon ami Michel Ferrandi, qui est évidemment la mémoire sociale. Tous les psychologues et sociologues nous ont montré et démontré que notre mémoire serait extrêmement différente si on n'avait pas des calendriers, si on n'avait pas des repères qui ne sont pas nos créations, qui sont la création collective. Et donc toute cette dimension de la mémoire sociale, je ne l'aborde pas aujourd'hui, je la signale simplement pour que vous la gardiez présente à l'esprit. Alors à ces 2 formes de mémoire pure dont nous avons parlé, on s'en ajoute une 3e que Paul Ricoeur a développée dans son œuvre, qu'il appelle la mémoire récit, qui produit ce qu'il appelle l'identité narrative. Il développe ça en particulier dans son ouvrage « La mémoire, l'histoire, l'oubli », c'est un très beau livre, peut-être un des plus beaux livres de Ricoeur. Si je reviens à la photo de départ, moi ou peut-être moi bébé,
Je suis dans la mémoire narrative. On m'a raconté quelque chose à propos de cette photo dont je n'ai personnellement évidemment aucun souvenir. J'ai entendu des récits, le récit de ma mère ou le récit d'autres personnes de ma famille. À mon tour, j'ai raconté, en montrant cette photo, j'ai raconté ce qu'on m'avait raconté. Donc j'ai ajouté du récit à du récit. Peut-être que chaque fois qu'on ajoute du récit à du récit, on modifie légèrement le récit initial, très certainement même. Donc on est dans une forme de mémoire qui est intéressante parce qu'elle est individuelle et collective à la fois. Elle est de l'ordre du récit, on se raconte des histoires les uns aux autres et c'est une part essentielle de notre individualité, de notre personnalité. Alors je termine cette exploration par les neurosciences. Aujourd'hui, les neuroscientifiques complètent ce qu'ont présumé les philosophes avec des études très poussées, des IRM, une exploration du cerveau, et c'est tout à fait passionnant, bien évidemment. J'en retiendrai un seul, c'est un neuroscientifique américain qui s'appelle Larry Squire, ou Square, S-Q-U-Y-R-E, ma prof d'anglais va m'aider, qui est professeur à San Diego, très belle université américaine, et qui distingue, un peu comme s'il opérait un mélange entre Ricoeur et Bergson, entre Bergson et Ricoeur, il distingue, ce neuroscientifique, la mémoire qu'il appelle déclarative de la mémoire qu'il appelle non déclarative. Comme son nom l'indique, la mémoire déclarative est faite de récits, de phrases, de discours. On la situe parfaitement dans le cerveau, elle se situe dans l'hippocampe et dans les lobes temporaux du cerveau. C'est ainsi que certains amnésiques qui ont perdu cette mémoire déclarative, personnelle, individuelle, leurs souvenirs, ont conservé les aptitudes qu'ils avaient acquises. S'ils ont appris à faire du vélo, ils savent toujours faire du vélo, ils savent lasser leurs chaussures, tous les gestes qu'ils ont appris, c'est bien de la mémoire pourtant dont il s'agit, sont conservés. Par contre, ils n'ont aucun souvenir de leur vie et des événements de leur vie. Donc, déclarative, récit, non déclarative, on est très proche de la mémoire habitude d'Henri Bergson. L'analyse s'affine un petit peu. Cette mémoire déclarative se subdivise à son tour en deux mémoires que le neuroscientifique américain appelle épisodique et sémantique. Je vais très vite. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui est liée à notre vécu. C'est la capacité de raconter un souvenir d'enfance ou un moment de notre vie. Épisodique, donc, comme son nom l'indique, un épisode que nous avons traversé et dont nous avons gardé la trace. Et puis la mémoire sémantique qui est impersonnelle. Je suis capable de citer une date de l'histoire de France, la capitale d'un pays, donc j'ai appris un certain nombre d'informations que j'ai mémorisées, qui ne sont pas du tout personnelles, et on a donc dans notre cerveau cette mémoire déclarative épisodique et cette mémoire déclarative sémantique. Alors que dit ce neuroscientifique? Quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, les transhumanistes, qui sont des individus probablement un peu dérangés pour beaucoup d'entre eux, mais enfin c'est un jugement personnel, je pense à Kurzweil en particulier, sont persuadés qu'ils vont devenir éternels en transférant sur un ordinateur la mémoire, le contenu de leur cerveau. Et ainsi deviendront immortels, puisque la machine, elle, ne subit pas l'érosion du temps, ou si elle la subit, on peut transférer à nouveau sur un nouveau disque dur ce qu'on aura emmagasiné. Eh bien, le professeur Square n'est pas du tout d'accord, évidemment, avec cette vision. Il sera peut-être possible, dit-il, peut-être, dans combien de temps, on ne le sait pas, 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, mais il sera peut-être possible, il n'y a aucune raison de penser que c'est impossible à tout jamais, il sera probablement possible de stocker dans une mémoire artificielle, dans une intelligence artificielle, notre mémoire sémantique, c'est-à-dire toutes les données, les datas, comme on dit aujourd'hui, que nous avons emmagasinées, les dates, les connaissances littéraires, historiques, géographiques, économiques, tout ce que nous avons appris depuis notre petite enfance, eh bien on pourra, c'est stocké quelque part dans notre cerveau, quand on aura décodé, et on commence à savoir le faire, le code qui est utilisé par notre cerveau pour stocker cette information, il est tout à fait imaginable qu'on puisse en effet transférer cette masse d'informations sur un disque dur ou dans une intelligence artificielle. Mais, nous dit le professeur Square, il en va tout autrement de notre mémoire épisodique.
si on pourra transférer un jour les connaissances que nous avons sur une machine, il est éminemment improbable qu'on puisse aussi transférer dans une machine les souvenirs, les épisodes de notre vie. Il y a beaucoup de naïveté des transhumanistes à ce sujet, pour 1000 raisons. On en discutera peut-être tout à l'heure. Vous pouvez ne pas être d'accord, évidemment, ce sont des hypothèses pour l'instant, mais pour 1000 raisons, en particulier, parmi ces raisons, il y a le fait que cette mémoire épisodique est mutante. Quand j'ai appris Marignan 1515 et 1516, premier anniversaire de la bataille de Marignan, c'est les deux dates que je connais de l'histoire de France, quand j'ai appris ces deux dates, j'ai aujourd'hui exactement la même connaissance que celle que j'avais quand j'ai appris il y a 50 ou 60 ans, je ne sais plus quand, ou 65 ans, ces dates. Ça n'a pas changé. Tandis qu'un souvenir de mon enfance, qui est lié souvent justement à la mémoire narrative, évolue tout au long de ma vie. La façon dont j'ai raconté ce souvenir, les événements que j'ai vécus par la suite font que les souvenirs, comme Bergson l'avait parfaitement compris, sont en mutation permanente. D'où l'opposition radicale de Bergson à l'idée du carnet ou du stock. Nos souvenirs sont vivants, ils évoluent sans cesse, ils se transforment sans cesse. Donc cette idée d'immobiliser la mémoire épisodique d'un individu, de la transférer sur une machine et de devenir ainsi éternelle, pour le neuroscientifique américain, c'est un fantasme absolument délirant. Alors on va passer maintenant à une dernière hypothèse. Jusqu'à présent, j'ai fait semblant de croire que notre mémoire était garante de notre identité, que nous avions bien une identité stable à travers le temps, qu'elle nous constitue, elle nous permet de dire « je » quand nous parlons, de dire « c'était moi » en parlant de ce magnifique bébé. J'ai fait semblant de croire que cette hypothèse était une certitude indéracinée. Il n'en est peut-être rien, et c'est par ces réflexions que je vais terminer mon exposé. Et si c'était autrui, et si c'était la société qui nous imposait cette fiction de l'identité? Nous n'aurions pas d'identité stable, nous ne serions pas des sujets stables à travers le temps, nous ne serions pas des personnes, nous serions des êtres mutants en permanence, mais ce qui nous entoure, les autres individus, la société, les structures sociales, nous imposent de croire à cette identité, de nous habiller, et il est intéressant de noter que le mot français personne vient du latin persona, et que persona c'est le masque de l'acteur, donc il y a une dimension de jeu dans l'idée de personne, dans les mots eux-mêmes, c'est tout à fait intéressant. Alors le premier philosophe qui est, pas le premier, peut-être pas le premier, enfin celui qui le premier a développé vraiment cette thématique, ça n'est pas John Locke, c'est son successeur au XVIIIe siècle, c'est cet immense philosophe, trop peu connu en France, qui est David Hume, l'empiriste anglais David Hume. Hume ne croit pas à l'identité. La pensée de Hume, c'est une machine de guerre contre l'idéalisme et contre Descartes en particulier. Alors je vais me contenter de lire une citation de quelques lignes de Hume et de vous la commenter rapidement. Quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou sur une autre. Une perception de chaleur, de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne parviens jamais à aucun moment à me saisir moi-même sans une perception, et je ne peux jamais rien observer d'autre que la perception. Il me semble que nous sommes devant un texte quasiment irréfutable. Livrez-vous à cette expérience, procédez à ce que les philosophes et les psychologues appellent depuis longtemps une introspection, ce regard intérieur, essayez d'aller à la rencontre du moi, du sujet, de la personne que vous êtes. Vous ne la rencontrerez jamais. Vous rencontrerez des perceptions, comme dit Hume, des images, récentes ou plus anciennes. Vous rencontrerez des émotions, des sentiments,
toutes sortes d'impressions vécues, jamais vous ne rencontrez le sujet ou le moi. Le moi est une scène, nous dit Hume, une simple scène comme une scène de théâtre, il aime beaucoup les métaphores théâtrales, sur laquelle défilent au fond nos perceptions. Et donc l'identité ne serait rien d'autre qu'une croyance engendrée par la mémoire. C'est parce que j'ai une mémoire et qu'effectivement ces perceptions ou ces sentiments s'emmagasinent que j'éprouve cette illusion d'être un individu stable à travers le temps. Hume a eu un grand prédécesseur que malheureusement, à ma connaissance, il n'a pas lu ou très peu lu, qui est Montaigne, l'admirable Montaigne. Dans les Essais, livre 2, chapitre 12, le grand Montaigne écrit « Si de fortune », alors je cite dans l'ancien français, on traduira ensuite, « si de fortune vous fichez votre pensée à vouloir prendre son être, ce sera ne plus ne moins que qui voudrait empoigner l'eau. » Admirable image, hein. Essayez d'attraper de l'eau dans votre baignoire ou dans la Méditerranée, elle va vous couler entre les doigts. Celui, dit Montaigne, qui voudrait saisir son identité, son moi, sa pensée, serait dans la même situation que celui qui voudrait empoigner l'eau. Alors Montaigne d'un côté et Hume de l'autre ont des arguments très impressionnants, mais ni l'un ni l'autre ne répondent à la question de savoir au fond d'où vient cette illusion, si c'est une illusion. Admettons pour l'instant qu'il s'agisse d'une illusion, on mettra ça en débat dans quelques instants. Supposons qu'il s'agisse bien d'une illusion. D'où vient cette illusion? Qu'est-ce qui engendre cette illusion chez les individus sociaux que nous sommes? Et là, nous rencontrons un immense philosophe. Je vais surprendre personne, évidemment, en citant son nom. Il s'agit, bien entendu, vous l'avez dit à ma place, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche aborde cette question dans de très nombreux textes, mais en particulier dans un passage absolument grandiose de la généalogie de la morale, dont je vais vous lire un extrait que je vais rapidement commenter. Cet animal nécessairement oublieux, pour qui l'oubli est une force, la manifestation d'une santé robuste, s'est créé une faculté contraire, la mémoire, par quoi, dans certains cas, il tiendra l'oubli en échec, à savoir, dans les cas où il s'agit de promettre. C'est là précisément la longue histoire de l'origine de la responsabilité. Cette tâche d'élever et de discipliner un animal qui puisse faire des promesses a pour condition préalable une autre tâche, celle de rendre d'abord l'homme déterminé et uniforme jusqu'à un certain point, semblable parmi ses semblables, régulier et par conséquent appréciable. Comment à l'homme animal faire une mémoire? Comment imprime-t-on quelque chose assez nettement pour que l'idée en demeure présente? On applique une chose avec un fer rouge pour qu'elle reste dans la mémoire. Seul ce qui ne cesse de faire souffrir reste dans la mémoire. Dans un certain sens, tout l'ascétisme est de ce domaine. Quelques idées doivent être rendues ineffaçables, inoubliables. Plus l'humanité a eu mauvaise mémoire, plus l'aspect de ses coutumes a été épouvantable. Alors, il faudrait lire et relire ce texte. Je vais simplement en dégager rapidement quelques éléments. Qu'est-ce que Nietzsche est en train de nous dire? Nous avons une faculté merveilleuse et il est un des rares philosophes à l'avoir mis en exergue, qui est l'oubli. Que serions-nous sans l'oubli? Qu'est-ce qui fait que j'ai appris à marcher? C'est que j'ai oublié toutes les chutes terribles que j'ai subies. Qu'est-ce qui m'a permis d'apprendre à nager? J'ai oublié les tasses que j'ai bues par dizaines avant de savoir tenir à la surface de l'eau. Chacun de nos apprentissages a pour condition absolue l'oubli. L'oubli est une merveilleuse faculté. C'est le signe d'une santé robuste, écrit Nietzsche. Bien. Donc la vie favorise plutôt l'oubli que la mémoire, au sens de la mémoire consciente. Avec l'homme, tout a changé. L'homme étant un animal social et conscient, plus ou moins conscient, la société a eu besoin de le rendre prévisible
de le rendre à peu près fiable et d'en faire, suivant la magique formule de Nietzsche, un animal qui puisse promettre. Toute notre vie sociale est conditionnée par cette capacité de la promesse. Je dois pouvoir m'engager, je dois pouvoir signer un contrat, ce qui suppose que je suis supposé être le même. Je signe un contrat de crédit sur 15 ans, il faut que je sois le même 10 ans après. Je juge un individu qui a commis un acte il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Souvenez-vous du procès Barbie. On juge un criminel. Il ne s'agit pas de revenir sur la culpabilité du monstrueux Barbie. Mais on juge un criminel qui a commis son acte 40 ou 50 ans auparavant. Est-ce que c'est le même individu? Alain Finkielkraut, qui a de grandes qualités, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, est allé suivre le procès Barbie à Lyon et il a écrit un superbe livre que je vous recommande si vous ne l'avez jamais lu, La mémoire vaine du crime contre l'humanité. C'est un des plus beaux livres, je pense, de Finkielkraut. C'est très court. Ça vaut vraiment la lecture. Donc tout notre droit en particulier repose sur cette fiction. Alors deux souvenirs à ce sujet. Le premier, quand j'étais professeur de classe prépa aux écoles de commerce, nos étudiants avaient monté une association, une belle association, qui nous a permis d'inviter au lycée du Mont d'Urville de belles personnalités, de grands philosophes, le philosophe Jean-François Mattei, le philosophe Michel Henry, Clément Rosset. Alors désolé de prononcer devant vous une oraison funèbre parce qu'ils sont tous morts, hein. Ça c'est comme ça, hein. J'en suis désolé. Bon. Tous ces grands philosophes que j'ai connus ont quitté ce monde et j'en suis profondément navré. Et on avait invité, un jour, ils avaient invité un professeur de droit. J'ai oublié son nom, il me le pardonnera s'il regarde la vidéo de cet Agora, et s'il est encore lui de ce monde, ce qui n'est pas certain. C'était un professeur de l'ENA, et comme tout homme qui domine magistralement sa discipline, il nous a fait un exposé transparent et lumineux que je n'ai jamais oublié. Je résume en quelques mots son exposé. Que nous a dit cet homme? Il nous a dit: le droit repose tout entier sur une fiction, sur une pure invention. Le droit repose, que ce soit le droit économique, le droit juridique, le droit pénal, tous les droits, pour exister, supposent l'identité de la personne à travers le temps. C'est sur cette fiction de l'identité que reposent tous les contrats, tous les accords, tous les engagements que prennent les individus, que la société nous demande de prendre les uns envers les autres. Et puis, seconde anecdote, je faisais rire ou sourire mes étudiants. On ne sait jamais s'ils riaient pour me faire plaisir ou parce que j'étais drôle, mais ça c'est un autre débat. À l'époque où j'avais acheté mon appartement à la Garde, j'étais encore professeur de classe prépa et j'avais emprunté la somme qui m'a permis de me rendre propriétaire de cet appartement. J'ai souscrit un crédit pour 15 ans. Et je disais à mes étudiants, figurez-vous que je suis allé rencontrer le banquier qui m'a prêté cette somme importante. Et je lui ai sorti de ma poche un petit papier sur lequel était écrit la phrase d'Arthur Rimbaud, « Je est un autre ». Il ne m'a pas cru. Je voulais dire à mon banquier, je ne serai plus le même dans 5 ans qu'aujourd'hui. Donc je ne vois pas pourquoi dans 5 ans, je continuerai à payer mes traites. Je ne suis pas l'homme qui a signé ce contrat. Évidemment, il m'a fait comprendre très rapidement que si je procédais ainsi, il m'enverrait les huissiers et je serais mis à la porte de mon appartement que la banque allait récupérer. Bien. Donc, cette anecdote pour vous dire que tout le droit repose sur cette fiction de l'individu. Et donc, je termine par 3 ou 4 questions qui vont, je l'espère, animer ensuite notre débat, mais vous avez le droit de l'engager dans toutes les directions que vous souhaitez, bien entendu. Est-ce que la mémoire est la garante de notre identité? Y a-t-il d'autres garanties de notre stabilité à travers le temps, si stabilité il y a? Est-ce que nous avons la certitude d'être la même personne à travers les années et les décennies? Et si c'est une illusion, d'où vient cette illusion? Nietzsche a-t-il raison de penser que c'est la société qui nous contraint à faire semblant d'être des personnes stables à travers le temps, ce qui permet la vie sociale, les contrats, mais ne soyons pas dupes de cette identité factice, sans doute nécessaire,
mais apprenons à vivre aussi dans la mobilité et dans l'évolution permanente que la vie a inscrite au fond de chacun d'entre nous. La parole est à vous. Merci. Voilà, tout à l'heure, vous... 15. C'est moi qui l'ai arrêté. Voilà. 1515, en vérité, c'est vrai que la date n'a pas bougé, les événements non plus, mais nous-mêmes, nous avons bougé. C'est-à-dire 1515 Marignan, ça n'a pas du tout la même résonance pour moi aujourd'hui que ça n'en avait à l'époque, je m'en fichais complètement. En fait, si on revient maintenant, c'est peut-être une porte ouverte sur le devenir. Si on en revient au niveau de la mémoire, justement, est-ce que la mémoire n'est pas justement la clé de l'unité de l'être, dans le sens où elle a une résolution de l'altérité? Et si elle a une résolution heureuse de l'altérité, est-ce que c'est pas justement une porte vers une vision optimiste de l'existence? À partir du moment où on regarde soi-même comme ayant été, et qu'on se dit je ne suis plus le même qu'autrefois, mais c'est mieux, est-ce que le lien qu'on fait entre celui qu'on fut et celui qu'on est aujourd'hui, et qu'on l'envisage avec justement une vision heureuse, est-ce que c'est pas en cela que la mémoire est la clé d'une unité de l'être, hein? C'est une vision complètement psychologique. Voilà. Ah, je vais essayer de vous répondre. Merci. Est-ce que ça vous inspire? Oui, ça m'inspire tout à fait. Je vous remercie. Vous essayez d'opérer une sorte de synthèse entre les hypothèses opposées que j'ai développées. C'est tout à fait passionnant. On bute sur un problème de langage, comme toujours, souvent en philosophie. Vous avez parlé du changement. Si je vous montre à nouveau cette photo en vous disant, regardez comme j'ai changé. J'ai changé. Je, sujet, changer, verbe, au passé composé, au passé... J'ai changé. Mais c'est moi. Autrement dit, quand je montre une photo à quelqu'un en lui disant j'ai changé, je suis en train de lui dire je n'ai pas changé puisque c'est toujours moi. D'accord? J'ai changé mais je n'ai pas changé puisque tu me reconnais et puisque c'est moi. Si j'avais totalement changé, c'est l'histoire du bateau de Thésée. Je ne pourrais pas dire que j'ai changé. Ce qui me permet de dire que j'ai changé, c'est que je n'ai pas changé. Alors j'ai l'air de jouer sur les mots, mais nous sommes prisonniers du langage. Donc, l'hypothèse que vous formulez, qui rejoint des hypothèses un peu personnelles et sur lesquelles je me sens en parfaite harmonie, je crois qu'il ne faut pas effectivement figer. Il y a une conception, je dirais, rigoriste ou fixiste de la personne. Le même identité, le même individu, toujours, il n'a pas changé. Une sorte de crispation individuelle, égotiste, qui peut être très dangereuse, effectivement, qui peut presque nous mener vers la pathologie. Hein, bon. S'accepter comme un être mutant, hein, s'accepter comme un être en mouvement. Bergson est remarquable là-dessus. Moi, plus j'avance en âge, plus je suis un admirateur de Bergson. C'était pas la mode. Hein. À l'époque, on nous disait, ne lisez pas Bergson, lisez Sartre. Hein. J'ai perdu 10 ans de ma vie à lire cet abruti, et je me suis guéri difficilement. Mais aujourd'hui, je suis bien sûr revenu à Bergson. Il n'y a pas photo entre Bergson et Sartre. Hein. On est dans la première division avec Bergson et dans la promotion d'honneur, même pas avec Jean-Paul Sartre. Donc, qu'est-ce qui nous permet effectivement d'avoir cette idée? Bergson est à la recherche, un peu comme vous l'êtes, de ce compromis. Bergson a un argument qui peut faire sourire, mais qui est très profond, qui dit finalement, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. C'est pas un jeu de mots. Hein. On a besoin de repérer quelque chose de stable dans le monde. Eh bien oui, il y a quelque chose de stable, c'est que rien n'est stable. La seule chose qui est stable dans l'univers et en moi, c'est que rien n'est stable. C'est que tout est en mouvement, ça s'appelle la vie, ça s'appelle la durée, ça s'appelle l'évolution. Et il faut s'insérer. Et peut-être que si j'ai le courage, avant de quitter ce monde, j'écrirai un livre sur Bergson et Nietzsche. Ça me travaille depuis très longtemps. Peut-être pas, mais j'ai jeté des bases en tout cas. Quelqu'un pourra l'écrire à ma place. Je pense qu'ils sont très proches l'un de l'autre là-dessus. Se réconcilier avec la durée, se réconcilier. Donc ce sera le sujet de la troisième agora. Donc je m'arrête là parce que sinon j'aurai plus personne dans 2 semaines.
Mais je pense que c'est effectivement une thèse très, très séduisante et qu'il faut accepter, je vous rejoins totalement. Il faut accepter le mouvement, la variabilité, mais il faut en même temps accepter cette idée que, effectivement, la vie sociale, Nietzsche ne nous demande pas de renoncer à l'identité sociale sans laquelle la société s'écroule. Ce n'est pas incompatible. Nous avons une dimension sociale qui nous oblige à être relativement fixe et stable, sans laquelle on ne pourrait pas signer des contrats et faire des promesses. J'ai pris l'exemple du contrat d'emprunt, mais on peut prendre tous les autres exemples. Hein. Moi qui suis élu municipal, je lis les articles du mariage avec un petit sourire intérieur, moi qui me suis marié un nombre incalculable de fois. Oui, on se marie pour l'éternité, mais en fait aujourd'hui on se marie en CDI, hein. Contrat à durée indéterminée. Hein. Donc voilà, le problème est là. Le problème est là. Comment concilier? C'est très difficile. La fixité dont la société a besoin et le mouvement dans lequel nous sentons bien que nous sommes les uns et les autres. Sauf si nous nous identifions à notre personne, à notre persona, à notre masque. Certains le font. En particulier peut-être les hommes politiques, mais j'ai oublié immédiatement ce que je viens de dire. Donc, sauf ceux qui s'identifient totalement à leur masque, les autres humains savent qu'ils sont mouvants et certains d'entre eux arrivent à accepter cette muabilité, ce mouvement, cette évolution permanente et s'en trouvent heureux et trouvent même, comme vous l'avez dit, monsieur, très justement, quelque chose de presque euphorisant dans cette évolution et dans cette transformation. Rien ne serait pire peut-être que une fixité. Rien ne serait pire au fond que la stabilité dans l'éternité. Hein. Parce que Woody Allen l'a dit mieux que moi, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Autre question, réaction? Bonsoir. Bon. Il y a deux mots dont je ne vous ai pas entendu parler, c'est l'instinct, au niveau de la mémoire, et le rêve. Est-ce que ça sort de vos propos de ce soir, ou bien c'est en relation? Non, je sais que les rêves... Tout est dans tout, et réciproquement. Alors, bon, je vais peut-être répondre uniquement au niveau du rêve. Bon, le rêve, c'est un thème passionnant. C'est un thème qui a retenu mon attention dès le tout début, puisque il m'arrive de rappeler, parce que j'arrive à un âge où j'ai droit à la répétition et au gâtisme relatif. Il m'arrive de rappeler que le premier article que j'ai publié, enfin, c'est pas le premier, c'est le deuxième en fait. Enfin, le premier sur Nietzsche. C'était en 78, il s'appelait Le rêve dans la pensée de Nietzsche. Nietzsche m'a attiré aussi par tout ce qu'il a écrit d'extraordinaire sur la thématique du rêve. Alors le rêve, oui, bien sûr, vous avez raison. Et je vais vous répondre, même si c'est un exercice un peu, je dirais, c'est pas un reproche hein, pour votre question, hein, mais c'est un exercice un peu vain de voir qu'est-ce que j'ai pas dit, parce que j'ai rien dit. Je me serais pas permis. Non, mais je vous connais suffisamment. C'est pas un reproche, hein, mais c'est intéressant. Tout n'est pas intéressant dans ce que j'ai pas dit, mais ça c'est peut-être intéressant. Le rêve, c'est une autre scène. La psychanalyste Maud Manoni avait écrit dans les années 60 ou 70 un très beau livre qui s'appelait L'imaginaire ou l'autre scène. Chaque nuit, on pénètre sur une scène différente de celle de la vie diurne. Et là, on est dans la question de l'identité. Vous avez entièrement raison. Est-ce que c'est moi qui suis présent dans mon rêve? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que ce sont mes événements? Est-ce que c'est mon vécu? Ou pas? Alors là, les écoles s'affrontent, psychologiques, psychanalytiques, philosophiques. Et permettez-moi de revenir à Nietzsche, parce que c'est quand même celui que j'ai le plus étudié sur cette question-là. Nietzsche dit, l'homme est quand même un être étrange. Vous voulez être responsable de tout, sauf de vos rêves, dit Nietzsche. C'est vous qui rêvez. Ne faites pas comme si le rêve était une sorte de scénario que vous regardez Canal+. Non, c'est vous qui rêvez. C'est vous qui, la nuit, produisez les images, les scénarios
les rencontres, les émotions que vous vivez. Et il ajoute que, bien entendu, tout ce qui vous arrive pendant la nuit appartient à votre vie. Ça sera un élément de votre vécu tout autant que les événements réels de la vie diurne. Et il faudrait arriver à se réincorporer cette part de soi-même. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'on est surpris de découvrir effectivement la nuit un personnage qui ne semble pas être moi, se livrant à des actes qui ne semblent pas être les miens. Bon. Alors il y a tout le problème de l'interprétation, il y a toute la psychanalyse qui est passée par là. C'est tout à fait difficile et tout à fait passionnant en même temps, mais je vous rejoins totalement. C'est un autre élément un peu perturbateur de l'identité. Est-ce que je peux dire « je rêve » ? Alors Freud répond, il dit « non, je rêve pas, ça rêve ». Jeu de mots freudien. Ça rêve, ça veut dire c'est le ça qui rêve. C'est cette partie inconsciente qui contient à la fois la partie instinctuelle, puisque vous avez évoqué l'instinct, et la partie refoulée. C'est ces deux conglomérats qui constituent le fameux ça, das es, avec cette idée, une des plus belles phrases de Lacan, qui n'a pas dit lui non plus que des sottises. Il cite sans arrêt la fameuse phrase de Freud, wo es war, soll ich werden. Traduction pour les rares d'entre vous qui ne sont pas germanistes, mais je crois qu'il n'y en a pas. Là où ça était, wo es war, soll ich werden, je dois me manifester, je dois apparaître. Il faut transformer le ça en je. Il faut transformer le ça en moi. C'est la clé de la psychanalyse, selon Lacan, c'est la clé de l'évolution saine de l'individu qui doit faire intégrer à son moi, à sa personnalité consciente, ces éléments qui l'inquiètent, qui l'effraient parfois. Mais c'est un grand débat. Un des premiers, une des plus anciennes traces, je l'avais cité dans mon article sur le rêve chez Nietzsche, c'est tout à fait passionnant, c'est Platon. Grâce à Platon, on sait à quoi rêvaient les Grecs, les Athéniens du IVe siècle. Et c'est au livre 9 de la République de Platon, oui c'est bien ça, début du livre 9 de la République de Platon, dialogue entre Socrate et son interlocuteur. Toutes les nuits, dit l'interlocuteur de Socrate, ou c'est Socrate lui-même, peu importe, toutes les nuits, les Athéniens, nous rêvons que nous nous unissons à des bêtes, à notre mère, enfin voilà, tous les rêves pornographiques des Grecs. Nous savons, grâce à Platon, que les Grecs étaient comme nous, ils faisaient les mêmes rêves cochons que nous faisons souvent la nuit. On ne fait pas que ça, mais on en fait beaucoup quand même. Enfin, personnellement, ça m'est arrivé pendant longtemps. J'en fais moins un peu parce que je suis un peu vieillissant. Donc, grâce à Platon, nous savons à quoi rêvaient les Grecs. Et Platon donne une sorte de technique, de médecine du rêve. C'est très étonnant. Enfin, c'est Socrate, mais c'est Platon, bien entendu, qui est derrière Socrate, qui parle par la bouche de Socrate. Il dit, mais si vous voulez éviter ça, si vous êtes perturbé de faire des rêves un peu cochons, un peu douteux, endormez-vous avec de belles pensées, avec des formules mathématiques, avec de la philosophie. Et c'est pas totalement idiot, puisqu'on sait que de très grands savants, Einstein en fait partie, mais beaucoup d'autres, ont fait des découvertes la nuit en dormant. Ils ont mis leur cerveau en route, et puis la nuit, en pleine nuit, débarrassés des obstacles. Et Platon est intéressant, parce qu'il dit précisément, je suis débarrassé la nuit des obstacles, le monde sensible, pour parler le jargon de Platon. Je suis débarrassé de toutes les impressions de la vie diurne, même si j'en ai encore un petit peu, bien sûr, la nuit. Et donc, mon âme peut s'élever plus facilement. Donc Platon dit curieusement, alors qu'on fait des rêves qui semblent animés par la partie bestiale de nous-mêmes, on pourrait au contraire facilement faire des rêves qui nous élèvent. Aujourd'hui, il y a des techniques comme ça. Bon, il y a des individus, des psychologues qui enseignent à conduire nos rêves, à mieux les régler, à mieux les orienter. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Mais voilà, donc vous avez tout à fait raison. Le rêve pose cette question d'une deuxième vie, d'une deuxième scène, qui me constitue, que je le veuille ou non, bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que l'éliminer en disant mais ça c'est pas moi, ça ne mène pas très très loin parce que c'est quand même moi. C'est mon cerveau. C'est mon cerveau qui produit ces images, c'est mon cerveau qui produit ces émotions, c'est mon cerveau qui produit ces scénarios. Alors autre idée géniale de Nietzsche, il se dit mais comment se fait-il que nous soyons tous si géniaux dans le rêve et si nuls pendant la journée ?
chacun d'entre nous, si on était capable d'écrire des scénarios semblables à ceux que nous mettons en scène la nuit quand nous dormons, on serait tous Stephen King ou Dan Brown. Hein. On serait tous multimilliardaires. On aurait tous des best-sellers. Qu'est-ce que c'est cette capacité créatrice que nous avons la nuit en dormant et que nous perdons, la plupart d'entre nous en tout cas? Peut-être que les artistes et les écrivains géniaux sont des gens qui continuent pendant la journée à être capables de mettre en scène, de produire des images, des scénarios, des histoires que nous sommes tous capables de nous raconter la nuit en dormant. On est tous artistes la nuit. C'est assez étonnant. Donc merci d'avoir... Je voulais vous dire aussi, c'est que les images du rêve, ce sont des images qu'on appelle hypnagogiques, oui. Qui viennent de ce que l'on a enregistré, c'est-à-dire ce que la mémoire a enregistré. En partie. Moi, pendant des années, j'ai écrit mes rêves au réveil pour être sûr de m'en souvenir, mémoire. Et quand j'avais besoin de trouver un sens à quelque chose ou de décoder une manière d'être dans la vie réelle, j'allais dire, j'avais le souci de rêver le plus vite possible, c'est-à-dire de repartir la nuit suivante en rêvant. Et donc, ça relève aussi d'une fonction de la mémoire. Et toutes ces images, on les a enregistrées. Alors, pourquoi, effectivement, le rêve nous les présente de cette manière-là? Moi, je pense que le psychisme serait très malmené si les images que l'on a enregistrées nous apparaissaient immédiatement au niveau de notre conscience. Non, vous avez certainement raison. Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous venez de dire qui sont deux pistes qui nous mèneraient très loin de notre sujet d'aujourd'hui, mais ça fait rien. C'est la magie du café philo de pouvoir se donner cette liberté. La première, c'est posée par Descartes. Qu'est-ce qui fait que Descartes pose magnifiquement le problème du rêve? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'être moi le matin quand je me réveille, alors que je suis passé dans une autre dimension la nuit en dormant? Et Descartes fait cette remarque pleine de bon sens en disant: les choses seraient très différentes si toutes les nuits on faisait le même rêve et si on se trouvait au même endroit dans le monde. Ça serait très perturbant. Et ça arrive. J'ai le souvenir d'un élève à Bastia qui était venu me voir en disant: Monsieur Granarolo, il m'arrive un truc terrible. Ça fait 3 semaines que je rêve toutes les nuits que je suis dans un quartier de Marseille où j'ai jamais mis les pieds. Les gens me reconnaissent. Je suis au même endroit, dans ce quartier où je vis. Les gens me connaissent. Je rencontre des personnes que j'ai vues. Il faisait toutes les nuits. Il était à 2 doigts de devenir fou, le malheureux. Hein. C'est la technique du lavage de cerveau, d'ailleurs. Hein. Ce qui nous rassure, c'est que le matin, je me réveille dans la même pièce. C'est la technique du lavage du cerveau. Hein. Vous faites endormir quelqu'un dans une cellule rose. La nuit, quand il dort, vous le transportez dans une cellule verte. Le matin, il se réveille dans la cellule verte. Le mardi, vous l'appelez Alfred. Hein. Et le mercredi, vous l'appelez Mathieu. Bon, au bout de 4 jours, il est cuit, le mec. Hein. On ne sait plus qui on est. Hein. Ça marche très bien, le lavage de cerveau. Il faut 8 jours pour laver un cerveau. Pas plus. Hein. Les soviétiques étaient très forts là-dessus. Hein. Si vous avez visité la Stasi, par exemple, comme je l'ai visité, vous apprenez beaucoup de choses là-dessus. Hein. Donc voilà, effectivement, c'est la constance, dit Descartes. Hein, la constance. Donc ça, c'est un problème très, très intéressant. Mais il se pourrait que derrière l'apparente diversité, il y ait quand même une certaine identité. Alors Bergson a une très belle théorie que j'aime beaucoup, je reviens à Bergson, qui me semble plus riche, plus générale peut-être que celle de Freud, qui est la suivante, c'est l'image du cône. Hein. Bergson dit: notre cerveau est construit de telle façon que dans la masse d'éléments qu'il contient, mon attention m'amène à laisser filtrer uniquement les éléments nécessaires au moment présent. C'est plein de bon sens. Hein, bon. Je n'ai pas besoin en ce moment, et j'espère que c'est le cas d'aucun d'entre vous, sinon c'est que j'ai raté totalement ma performance, de me souvenir de ce que j'ai vécu l'été dernier, de ce que je vais manger ce soir en rentrant à la maison. Ça n'a rien à faire dans une agora philosophique. Bien. Donc chassez-les, ces idées, si elles vous viennent à l'esprit. Donc, toute la journée, nous éliminons, notre cerveau c'est une machine à éliminer. L'idée du cône de la mémoire. Très belle idée, à la pointe du cône. Hein. Donc nous avons des milliers, des dizaines de milliers d'informations, nous laissons passer le 1 pour 1000, le 1 pour 10 000, le 1 pour 100 000 de ces informations qui me permettent de m'adapter à la situation présente. Qu'est-ce
ce qui se passe la nuit. Dormir, jolie formule de Bergson, c'est se désintéresser. J'ai plus cette obligation de la journée. J'ai plus à m'adapter à la situation présente. Donc tout arrive en vrac. Très belle la thèse Bergson, très simple en même temps. Hein. Tout arrive en vrac. Je ne fais plus le tri. D'où l'impression un peu chaotique qu'on a parfois. C'est rare qu'on fasse des rêves qui sont construits, qui donnent une logique. Souvent, c'est vrai que le rêve est un peu touffu, un peu incohérent. On est dans un endroit, on se retrouve ailleurs, on vit telle chose, puis telle autre chose totalement différente. Donc j'aime bien l'idée personnelle du rêve. Une sorte de chaos cérébral, où tout arrive en vrac. Alors bien sûr, les souvenirs de la veille, ils ne rejetteraient pas les thèses Bergson. Il est certain que dans cette masse qui arrive en vrac, peut-être que les éléments de la veille jouent un rôle. Il y a encore du filtrage, sinon on serait envahi, on deviendrait fou la nuit en dormant. Donc il y a encore du filtre, mais il n'y a pas du tout le même filtre que pendant la journée. Donc moi je suis très attaché à cette thèse bergsonienne, qui en plus élimine le côté, ce qu'on appelle le pansexualisme freudien. Bon, c'est vrai qu'il y a du sexe dans le rêve, il n'y a pas que du sexe dans le rêve. Soyons un peu sérieux quand même. Hein. Bien, d'autres interrogations? Oui. Je voulais d'abord vous remercier pour cette conférence qui a été très captivante. Merci. Et ça m'a fait... J'ai eu certaines associations qui me sont venues en vous entendant et je voulais un petit peu les partager. Et donc je voulais citer une phrase de Freud qui m'est revenue et qui fait écho à ce que vous avez dit, monsieur, précédemment. Freud dit « La mémoire, c'est ce qui a été oublié ». Et donc là, ça ouvre encore beaucoup de questionnements sur ce qu'est la mémoire. Vous en avez montré la limite, la mémoire consciente. Et peut-être le noyau de la mémoire se trouverait-il dans ce qui nous est très difficilement accessible, inaccessible, inconscient, et qui peut-être se révèle un petit peu dans ces rêves nocturnes. Vous nous invitez, me semble-t-il, dans votre conclusion, à se dire que finalement l'identité, c'est l'identité sociale, et qu'au niveau du sujet, me semble-t-il, il n'y a pas d'identité. C'est une proposition. C'est une proposition. En tout cas, moi, ça me parle, au sens aussi de Jacques Lacan que vous avez cité, qui, pour la psychanalyse lacanienne, en fait, l'être, et ça fait écho à Hume, l'être est à jamais perdu, on peut dire, et en fait, l'être n'est que manque à être pour le sujet humain. En ce sens, il n'y a pas d'identité. Et enfin, dernière réaction, si je puis dire, par rapport à cette idée de qu'est-ce qui fait que je suis moi, qu'est-ce qui fait que j'identifie l'autre comme étant lui-même, par opposition à cette idée que vous avez très bien montrée, qui est qu'on se renouvelle tout le temps, toutes nos cellules, etc. On est en perpétuel changement, mais pour autant, il y a quelque chose qui fait qui semble résister à ça, et notamment que l'on peut éprouver peut-être dans la relation à l'autre, dans le couple, quand l'autre nous agace un petit peu et qu'on se dit décidément il ne changera jamais. Donc là, on peut se dire il y a quelque chose qui ne change pas, sur lequel on bute, et est-ce que ce ne serait pas finalement de l'ordre d'un trait, d'une mimique, d'un signifiant qui serait comme ça, ou d'un trait, serait comme ça intégré à cette personne et qui serait très solide et qui passerait le temps. Voilà. Merci en tout cas pour... C'est plus que des échos que vous avez développés, c'est tout à fait passionnant ce que vous venez d'exprimer. Alors, je vais peut-être faire écho à vos propres échos, même si c'est difficile de façon rapide. Mais je crois que oui, vous avez développé des perspectives tout à fait intéressantes. On est sur le fil du rasoir. Disons que j'ai mis en cause, parce que Nietzsche m'y conduit, et Montaigne, et des philosophes qui me sont très chers, mais on n'est pas obligé de partager mes passions. Hein. Le propre du philosophe, c'est de ne jamais dire qu'il a raison.
Donc c'est peut-être vous qui pensez le contraire de ce que je pense qui avez raison. Mais les philosophes qui me sont le plus chers et que j'ai le plus lu et qui m'ont le plus marqué vont dans cette direction d'une remise en cause. Mais en même temps, j'ai besoin que les autres me donnent un peu de stabilité. C'est pas seulement une prison. Hein, et Nietzsche est subtil là-dessus. Faut pas le caricaturer comme on le fait si souvent. Si on lit ce texte, seulement ce texte de la généalogie de la morale que j'ai signalé, on pourrait en faire... Je dis que la généalogie de la morale est un texte très très difficile. Moi, j'engueulais mes collègues profs de philo quand ils faisaient étudier la généalogie de la morale en terminale. Je disais, c'est honteux, je vous interdis. Ils ne m'écoutaient pas. On ne peut pas étudier la généalogie de la morale en terminale. C'est un texte très très difficile. Il faut lire quand on a déjà lu presque tout Nietzsche. C'est un texte piège, c'est un texte redoutable, où Nietzsche semble se caricaturer lui-même. Donc c'est très 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 compliqué. Donc si on lit le passage que j'ai lu tout à l'heure, on pourrait avoir l'idée que Nietzsche dénonce une société qui nous oblige à être des individus stables, alors que nous ne sommes pas du tout des individus stables. Alors ce serait une très mauvaise lecture. Il faut affiner ce diagnostic. Alors c'est vrai que Nietzsche dit que la société nous contraint à cette stabilité, à cette rigueur, à cette uniformisation. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette interprétation de la pensée nietzschéenne. Mais en même temps, il y a d'autres textes où Nietzsche ouvre la voie à ce qui sera développé. Par exemple, il y a un psychiatre qui est mon chouchou depuis très très longtemps, qui s'appelait Ronald Lengue. Ronald Lengue, un des fondateurs de l'antipsychiatrie. Ronald Lengue a écrit de très beaux textes dont il montre que nous sommes différents selon l'autre que nous avons à côté de nous et avec qui nous dialoguons. Je ne suis pas le même avec ma femme, avec mon fils, avec mon voisin, avec le maire de la garde. Bon, on a autant de facettes que l'autre nous amène à développer, qui sont bien nous d'une certaine manière. Mais l'autre nous oblige à éliminer un certain nombre d'aspects de nous-mêmes et à mettre en exergue d'autres aspects de nous-mêmes qui permettent cette relation que nous avons avec autrui. C'est pour ça qu'il est sans doute souhaitable d'avoir beaucoup d'autres autour de soi, parce que si on n'a qu'un autre en face de soi, j'espère que ce n'est pas autobiographique ce que vous avez développé, on va dire tu ne changeras jamais, et c'est un peu triste. Voilà. Mais merci d'avoir développé tout ça. Moi, je crois qu'il faut... On est sur le fil du rasoir. Je ne nie pas l'existence d'une certaine stabilité, d'une certaine... J'aime pas beaucoup le mot identité, vous l'avez bien compris, mais enfin, d'une certaine unité, je dirais, de l'individu. Je ne le conteste pas. Elle est à rechercher, elle est à explorer. Elle est très complexe. Elle est évolutive, c'est ça qui évidemment rend les choses encore plus difficiles, parce qu'effectivement je suis à la fois le même et pas le même que celui que j'étais il y a un certain nombre d'années, mais quelque chose demeure d'une certaine manière, sinon on deviendrait tous fous évidemment, bien sûr. On deviendrait fous ou totalement amnésiques. Donc le fait de se sentir totalement étranger à ce qu'on a été, alors ceci étant dit, il est certain que le temps est un facteur aggravant qui rend les choses très très compliquées. Il m'arrive de me demander, maintenant que j'ai atteint quand même un âge relativement avancé, non, je pensais que vous allez tous dire non, merci de ne pas avoir réagi. Il m'arrive de me dire, est-ce que je suis bien certain, je ne sais pas si c'est vous, si vous avez la même réaction, vous êtes très jeune, mais ceux qui sont presque aussi vieillissants que moi, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, mais au fond, est-ce que c'est bien moi qui ai vécu ce que j'ai vécu il y a 30 ans ou 40 ans? C'est Musset, ça. Eh oui, mais est-ce que c'est moi? Je ne sais pas si c'est moi. Oui, on me l'a dit. Est-ce qu'un souvenir est une garantie de vécu personnel? Moi, je suis de moins en moins certain de ça. Donc, on se raccroche à des éléments de stabilité parce que, alors là où il faudrait compléter ce que dit Nietzsche, c'est peut-être un petit peu ce que vous avez visé dans votre propos, c'est que c'est pas seulement autrui qui m'oblige à avoir une certaine stabilité, c'est aussi moi-même. J'ai besoin moi-même de me donner un peu de stabilité et un peu d'identité, sinon je vole en éclats et je sombre dans le chaos et dans la folie. Ce qui est arrivé à Nietzsche pour d'autres raisons, mais enfin...
je ne peux pas vivre dans le pur chaos, dans le pur désordre, dans le pur éclatement. Donc, c'est pas seulement les autres, c'est aussi une contrainte, je dirais, qui vient de l'intérieur de moi-même, qui m'oblige à aller à la recherche permanente. Alors, il y a une formule de Nietzsche qui est géniale, que je vous donne une fois de plus. Hein. Pardonnez-moi de me répéter, mais quand on aime, on ne compte pas. Nietzsche a choisi comme devise, à l'âge de 16 ans, la phrase du poète grec Pindare, « Deviens celui que tu es ». Voilà, ça c'est le plus beau programme qu'on peut avoir dans la vie. Deviens celui que tu es. Tu n'es pas celui que tu es, mais tu peux peut-être le devenir. Tu peux peut-être essayer d'aller vers celui que tu es vraiment. Tu l'atteindras peut-être jamais, tu t'en rapprocheras indéfiniment, comme la course d'Achille et de la tortue chez Zénon d'Élée. Mais le programme qui pourrait me servir de conclusion, à moins qu'il y ait encore des remarques, bien sûr. Ah oui, Anne-Marie, bien sûr. Je ne vais pas te censurer, ma chère Anne-Marie, t'inquiète pas. Mais le programme qu'on pourrait se donner dans une vie réussie, ce serait d'aller vers ce que l'on est, l'identité, de l'avoir devant, non pas derrière. De l'avoir comme une sorte de point de focus à l'horizon. Hein. Je vais vers celui que je suis vraiment, que j'atteindrai peut-être jamais. Oui, Anne-Marie, je t'écoute. Alors, il y a deux choses. D'abord, tu as beaucoup parlé de stabilité. Or, moi, je préférerais que l'on parle de notre permanence. La stabilité concerne essentiellement nos actions, notre mémoire, tout ce qui est, disons, en gros matériel. Mais nous avons quand même un côté spirituel dont personne n'a parlé. Et ce que moi je pense que... C'est ma faute, j'ai été déformé au fil des années. Mais moi je pense que plutôt que de parler de stabilité dans la personne, ce serait plutôt la permanence de la personne. Oui, alors... Oui. Qui évolue dans le temps, bien sûr, mais fond-là, c'est une permanence. C'est pas totalement, elles sont pas totalement superposables, les notions de stabilité. Stabilité, concept quasiment physique, tu as raison, plus matériel. La permanence est une notion peut-être plus spirituelle. Bon, il y a dans la pensée orientale, que tu connais un peu, je pense, comme moi, même si on n'en est pas des spécialistes, une notion qui est au cœur du bouddhisme qui s'appelle l'impermanence. L'impermanence. Au fond de moi, je vous ai parlé d'introspection tout à l'heure. Je vous ai dit, à la manière de Hume, si je vais au fond de moi, je ne trouve pas le moi. Je trouve une scène avec des impressions, des sentiments. Bon. Que me dit le Bouddha? Il me dit, au fond de moi, au fond de soi, nous trouvons le non-soi. Si je vais au plus profond de moi, je trouve quelque chose qui n'est pas moi. C'est ce que certains essayent d'atteindre par le biais de la méditation. Donc là, on est au confluent je ne dis pas au confluent, je m'exprime très mal, mais on est au cœur d'une opposition magistrale entre deux approches de l'homme et de la personne. L'une qui, infiniment respectable, que tu incarnes magnifiquement, qui est platonico-chrétienne, qui est l'idée d'une permanence spirituelle ou mentale, qui est l'idée d'âme, infiniment respectable, et donc cette âme échappe au temps. Bon, même si moi j'évolue, quelque chose échappe à la temporalité en moi. Et c'est ce qu'on peut appeler l'âme, effectivement. Bon. Et puis une autre conception, tout aussi respectable, me semble-t-il, qui consiste à penser qu'il faut au contraire aller à la recherche de ce qui en moi dépasse infiniment le moi. Au plus profond de moi. Alors ça, je développerai ça dans 2 semaines. J'espère que tu ne seras pas en Corse, Anne-Marie, que tu pourras venir me porter la contradiction, parce que c'est vraiment ce que je vais développer, la mémoire absolue. Au fond de moi, il y a des voies lactées, dit Nietzsche, une magnifique expression du Gai Savoir. Au fond de moi, il y a l'univers entier. Et il y a l'éternité. Voilà. Et c'est beaucoup plus beau que de penser qu'au fond de moi, il y a moi. Même si je vous ai montré ma photo de moi bébé, ne pensez pas que je suis attaché farouchement au moi et à mon identité. Je pense que le moi n'a pas beaucoup d'importance et que le sujet doit être dépassé. Et qu'au cœur du sujet, il y a quelque chose qui dépasse infiniment le sujet. Mais on est là vraiment
au cœur d'une opposition majeure de la philosophie, de la spiritualité, de conception de la spiritualité. C'est la seule chose contre laquelle je ne m'insurge pas avec toi, parce que je sais que une ouverture d'esprit remarquable et qu'on a suffisamment discuté tous les deux. Mais la seule chose sur laquelle je m'insurge parfois, c'est que il arrive que certaines personnes qui ont cette conception de l'âme considèrent comme d'horribles matérialistes ceux qui ont une autre conception de l'âme. Voilà. Et ça, je ne suis pas d'accord. Il y a eu de très beaux textes écrits sur l'inconscient spirituel. Ah oui, bien sûr, tu as fait raison. Et l'inconscient, ça relève de la mémoire aussi. Ça relève de la mémoire également. Une dernière question peut-être? Oui, à notre ami là-bas. Alors là, il est 8h30, je pense que on en a jusqu'à 9h. Non, je le taquine. Je le taquine. Bonsoir. Salut, cher ami. Tout à l'heure, en présentant votre exposé, vous avez commencé par une présentation biologique, neurobiologique et génétique. Et je trouve que justement, peut-être ça fera l'objet du troisième jeudi, mais je trouve qu'on a passé un peu vite l'aspect génétique qui rassemble, qui condense énormément de paramètres du sujet que nous avons traité ce soir, la notion de mémoire intergénérationnelle, d'empreinte, identité génétique. Quand on cherche un criminel ou qu'on cherche une paternité, on ne va pas chercher ni l'âme ni la carte d'identité, on va chercher le séquençage génétique. Il se trouve que ce code génétique est à la fois constant, parce qu'il a une partie qui se répète à l'infini au fur et à mesure de l'âge de la vie du corps humain, mais en même temps, il y a des dégradations. Il est inconstant. Il peut même, et la recherche récente tend vers cela, et il y a même un consensus d'un certain nombre de biogénéticiens. Nous ne subissons pas forcément le séquençage génétique. La volonté, l'esprit, l'énergie vitale peut avoir une influence positive, c'est-à-dire que peut récupérer, peut rattraper les dégradations de ce séquençage génétique. Est-ce que ce n'est pas justement l'aspect holistique entre le code génétique et l'esprit, où justement la recherche tend à trouver des liens d'interdépendance, d'interférence, et justement de ne pas être obligé de le subir, contrairement à ce qu'on pourrait penser? Est-ce que c'est pas là justement le cœur de tout le sujet, et que finalement, dans un avenir prochain, le transhumanisme ne se limitera tout simplement pas à une quête spirituelle, à maîtriser ses gènes? Merci et bravo d'avoir réussi au bout de 4 ans à atteindre l'art de la condensation et de la brièveté. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Ce qui me frappe, je vais rebondir très rapidement sur votre propos, il est tout à fait frappant, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des sciences, de constater que, ce qui donne raison à Bergson, partout où on a cru trouver de la permanence, on a découvert de la mobilité et de l'évolution. C'est une constante. Au début du XXe siècle, on trouve l'atome, Rutherford, on pense qu'on a un élément absolument stable et invariant avec un noyau, les petits électrons qui tournent, c'est un genre de système solaire en miniature, on a les larmes qui coulent. Il ne reste plus rien de cet atome de Rutherford. L'atome évolue, se transforme sans cesse. Ensuite, on a eu effectivement la génétique, l'ADN. Et puis aujourd'hui, c'est un peu ce à quoi vous faisiez allusion, et ça me passionne, soyez-en certains, on a ce qu'on appelle l'épigénétique. Et que nous apprend l'épigénétique? Elle nous apprend que notre ADN n'est pas cette structure figée, donc un peu déterministe, qui va nous... On est comme une bande enregistrée, on va développer tout ce que contient notre ADN. C'est Lamarck qui est en train de prendre sa revanche contre Darwin. Peut-être qu'on a mal lu Darwin d'ailleurs, ça ce serait un autre débat. Mais on s'aperçoit que au cœur de notre ADN, il y a des éléments évolutifs qui enregistrent les transformations et le vécu du vivant, et qui vont être partiellement transmis aux descendants. Et c'est une nouvelle vision qu'on a de l'évolution, de la vie, de la transmission de génération en génération. Donc vous avez tout à fait raison, si c'est ça que vous voulez dire. Je pense que, bien entendu, là aussi, on a découvert du mouvement
on a découvert de la temporalité, de la durée au sens bergsonien, et c'est tout à fait passionnant, et c'est tout à fait constant. Hein. On peut donner des exemples en astronomie, on peut donner tous les modèles qu'on s'était donnés qui nous donnaient l'idée qu'on était devant quelque chose de rassurant, parce qu'on est rassuré par le stable. Hein. Aristote l'a dit magnifiquement, la raison pense par repos et par arrêt. On est rassuré devant le stable, on est rassuré devant l'immobile. Bon. Mais l'immobile, en même temps, c'est la mort. Je termine par un dernier souvenir. Hein. C'est le début du gâtisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Je termine par un dernier souvenir. J'avais invité, devant mes préparationnaires, à Dumont-d'Urville, un psychanalyste marseillais, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, et qui avait arraché les larmes à mes étudiants. C'était l'époque où il y avait le chanteur de Nirvana, venait de se suicider. Et ce psychanalyste a parlé effectivement de la stabilité, il a parlé de ce qu'il a appelé l'homéostasie, c'est-à-dire le calme plat en quelque sorte, en disant mais l'homéostasie c'est la mort, le nirvana c'est la mort, et c'est pas du tout un hasard si le chanteur de Nirvana s'est suicidé. Alors j'ai vu des mouchoirs sortir de toutes les poches, tout le monde a pleuré, mais c'était pas totalement idiot. Hein. Donc c'est l'idée que finalement l'homéostasie ou la permanence, il y a une définition au fond, c'est le calme plat, c'est l'arrêt. Alors, dernier élément et dernier souvenir, j'ai eu la chance de bien connaître Michel Serres quand j'étais étudiant en philo, je le salue. On allait passer nos soirées chez une américaine de Cimier où on buvait du bourbon jusqu'à 4 h du matin. Et il s'en souvenait, parce que je lui ai rappelé ça quand je l'ai revu à Toulon il y a 3 ou 4 ans. Et Michel Serres nous racontait une anecdote dont j'ai jamais su vraiment si elle était réelle ou si c'était une pure fiction, une fake news comme on dirait aujourd'hui. L'anecdote est la suivante. À Normal Sup, il y a eu au concours de Normal Sup un sujet qui était la mort. Un étudiant aurait eu 18 sur 20 avec une dissertation de quelques mots. La mort, c'est un électroencéphalogramme plat. 18. Il y a des doutes, hein, mais en tout cas, c'est intéressant parce que effectivement, l'électroencéphalogramme plat, l'immobilité ou l'impermanence, ça a un nom, ça s'appelle la mort. Hein, et la vie, c'est le contraire même de tout ça. Merci de votre participation, de votre activité. On se retrouve avec Michel Ferrandi la semaine prochaine et avec votre serviteur le 18 juillet. Bonne soirée, bon week-end.